Donc, vous vous rappelez, en juin 99, c'est vraiment une situation de crise pour le régime. Il y a une double crise. Il y a d'une part les gauches, la gauche extrême qui se met à remuer. Je vous ai raconté que le 11 juin 1899, il y a eu pour la première fois une très violente manifestation où les ouvriers et les intellectuels du quartier latin, enfin les étudiants, étaient mêlés. Et d'autre part, il y avait un danger militariste évident. Je ne vous ai pas dit, et il faut que je le dise maintenant, que le 23 février 99, la France avait été sur le bord de ce qu'on appellera plus tard un putsch militaire. Ce 23 février, c'était les obsèques du président de la République, Félix Faure, qui était mort brutalement, comme vous savez. On avait nommé à sa place Loubet. Félix Faure plaisait beaucoup à la droite nationaliste parce qu'on savait qu'il s'opposait à la révision de l'affaire Dreyfus, qu'il aurait voulu que Dreyfus restât condamné, tandis que Loubet, nouveau président de la République, inclinait plutôt à cette révision. Il était mort le 16 février, Félix Faure, et c'était le 23 qu'on allait lui faire des obsèques nationales. Obsèques nationales, le président de la République, vous vous rendez compte quel déploiement de troupes, on avait fait venir des tas de quantités de régiments, et il y avait une immense défilé militaire qui allait se produire dans Paris. Alors, on sait aujourd'hui, quoique la lumière ne soit pas entièrement faite sur les dessous de l'affaire, on sait aujourd'hui qu'il y avait 3 généraux qui étaient dans le coup, et en particulier le général Roget, et il était question que, à la fin du défilé militaire, lorsque les troupes se dirigeraient vers leur caserne, le général Roget, au lieu de ramener ses troupes à la caserne, les dirigerait sur l'Élysée et s'emparerait de force de la présidence de la République, régime militaire. Finalement, il s'était dégonflé. Le général Roget était en rapport avec Déroulède, vous savez, le nationaliste Déroulède, chant du soldat, etc., avec Barrès et d'autres. Et lorsque les troupes sont arrivées place de la Nation, Déroulède, selon le plan prévu, se précipite, prend la bride du cheval du général Roget et lui crie « Mon général, à l'Élysée ». À ce moment-là, le général Roget est pris d'une surdité subite. Il oublie d'aller à l'Élysée et il ramène tranquillement les troupes à la caserne. Il avait pris peur. Cependant, le comte de Paris, non, c'était même à ce moment-là Philippe d'Orléans, oui, le fils du comte de Paris, qui était le prétendant orléaniste, avait, paraît-il, revêtu son uniforme militaire et il était tout prêt à suivre le général pour s'installer à l'Élysée. Il ne s'est rien produit. Mais on l'avait su, plus ou moins. On avait su, du côté de la gauche et de l'extrême gauche, que ce jour-là, on avait frôlé le coup d'État militaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui un putsch fasciste. On le savait dans les hautes sphères gouvernementales. Mais mettre en cause des généraux, c'était une chose dangereuse, alors on va s'arranger pour en parler le moins possible. Toujours est-il qu'au mois de juin, il y avait ce double danger, agitation populaire et agitation militaire. Alors comment en sortir ? Le président de la République, Loubet, va chercher un président du Conseil, c'est pas commode, il faut trouver quelqu'un de neuf et puis qui donne confiance. Et il va finir par choisir Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, 53 ans, c'est un avocat d'affaires. C'est un homme extrêmement distingué, il appartient naturellement au centre-gauche qui va s'appeler maintenant l'Alliance démocratique, parce que le centre-gauche changera de nom. Il était centre-gauche au départ, il a été ensuite les progressistes, il s'appelle maintenant Alliance démocratique. Ce monsieur Waldeck-Rousseau est entouré d'une grande estime, et il ajoute à son estime par son attitude britannique. C'est un homme qui parle très peu, qui a des yeux glacés, qui est inabordable, qui est très intelligent, et qui en impose, si je puis dire. Waldeck-Rousseau est carrément, au point de vue conservateur, un homme de droite, enfin tout à fait nettement. On l'a même vu aux dernières élections en 98, qui personnellement était allé s'opposer à des candidatures socialistes pour empêcher de passer Jules Guesde, qui se présentait à Lille, et pour empêcher de passer Jaurès, qui se présentait à Carmaux. Par conséquent, à gauche, on ne peut pas se faire d'illusions sur son attitude sociale, c'est un conservateur. Mais d'autre part, c'est vraiment un républicain, entendez-moi bien. Quelqu'un qui désire qu'on continue à avoir cette république bourgeoise, cette république conservatrice, et qui considère que ces casseurs de l'extrême droite, les bonapartistes, les putschistes, enfin les généraux, sont des imbéciles. Parce qu'ils sont capables de détruire une machine dont le fonctionnement est excellent. Waldeck-Rousseau a les yeux ouverts, il s'est aperçu que depuis 1871 et depuis 1879, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les républicains, c'est un régime en or pour l'économie accaparée, enfin pour les affairistes. Alors surtout, il ne faut pas que des idiots détruisent une machine qui donne un rendement si excellent. Alors il est absolument décidé à faire ce qu'il va appeler, d'un mot séduisant, la défense républicaine. Il aura du mal à constituer son ministère, et il les constitue avec une double idée. Alors, sa première idée, c'est de faire ce qu'on appellera plus tard une ouverture à gauche. Pour la première fois, il va faire appel à un socialiste. Jamais encore la France n'avait vu un ministre socialiste parmi le cabinet. Waldeck-Rousseau s'est dit, je m'en vais en inviter un.
Et d'autre part, il y aura une compensation. Je prendrai au ministère de la Guerre, qui est un ministère extraordinairement important maintenant à cause de l'armée, je prendrai quelqu'un de très rassurant. Alors il va faire un étrange cabinet où vous allez avoir Caillot. Et M. Caillot, qui aura un grand rôle, comme vous le verrez tout à l'heure, était un homme qui s'affirmait partisan de l'impôt sur le revenu. Alors vous savez bien que l'impôt sur le revenu était détesté de la droite. Néanmoins, Waldeck-Rousseau dit « je vais faire appel à Caillot ». Alors les gens de gauche vont se dire, avec un ministère où Caillot prend sa place, l'impôt sur le revenu va enfin être établi. Et je vais prendre un socialiste. En réalité, comme nous le saurons par les carnets publiés en 1955 seulement du président de la République, Loubet, Waldeck-Rousseau avait donné, en tapinois bien sûr, enfin tout bas, des assurances à Loubet. Il lui avait dit, écoutez, monsieur le président de la République, ne vous effrayez pas de ce que je vais faire. Ce que je veux, c'est avoir un cabinet qui obtienne le soutien des voix socialistes, des voix de l'extrême gauche. Mais rassurez-vous, il n'y aura jamais d'impôt sur le revenu. J'y veillerai. Quant à la présence du socialiste dans mon cabinet, ça ne sera pas dangereux. Je le tiendrai dans ma main pour qu'il n'en fasse pas trop. Alors en effet, le 26 juin 1899, ce ministère se présente. La droite n'est pas rassurée, elle ne sait pas, est-ce que Waldeck-Rousseau serait un traître? Est-ce que quelqu'un qui a pris Caillot et qui va prendre ce socialiste Mirand ne serait pas quelqu'un qui est en train de nous abandonner? Si bien qu'il va frôler l'échec, et il faut qu'un vieux radical, Brisson je crois, fasse le signe maçonnique de détresse. Je ne le connais pas bien, mais il paraît que c'est un signe, levant les mains au-dessus de sa tête, pour indiquer aux francs-maçons de l'Assemblée, allez-y. Les francs-maçons, à ce moment-là, sont presque tous des conservateurs, au point de vue social. Allez-y, n'ayez pas peur, Waldeck-Rousseau ne nous trahira pas. Toujours est-il que ce 26 juin, avec une très faible majorité, il obtient que son ministère soit accueilli par la Chambre. Qu'est-ce qu'il a mis au ministère de la Guerre? Il a mis Gallifet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Gallifet, c'est un général qui ne s'était pas tellement illustré militairement, mais qui s'était terriblement illustré au moment de la répression contre la Commune. Gallifet s'était même spécialisé dans une chose particulièrement horrible, c'était ce général Gallifet qui se faisait charger chaque fois, chaque jour, lors de la semaine sanglante, c'est-à-dire la semaine de la répression, entre le 21 et le 28 mai 71, c'était lui qui se faisait charger de conduire les captifs, les prisonniers qu'on avait faits, prisonniers communards, de les conduire jusqu'à Versailles. Et il s'était vanté, ça lui paraissait extraordinairement sympathique, d'avoir procédé lui-même à des épurations dans le nombre des prisonniers qu'il conduisait. On sait qu'à plusieurs reprises, ayant à conduire 1000 ou 1200 prisonniers, et dès qu'ils étaient sortis de Paris, il les faisait mettre en rang. Puis il passait devant eux, il les regardait, et il faisait sortir des rangs ceux qui avaient des cheveux blancs, en disant, vous êtes un révolté de maintenant, mais vous avez des cheveux blancs, donc vous étiez probablement un récidiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était déjà révolté en juin 48, fusillé. Une fois, c'était le 26 mai, il avait à conduire 1200 bons hommes et bonnes femmes, il y avait des femmes aussi, et il en avait fait tomber immédiatement, comme ça, en disant, toi, sors du rang fusillé, il en avait fait tomber 110. 110 sur les 1200 qui conduisaient. Il s'était vanté, c'était l'homme couvert de sang, disant parfaitement, je suis le boucher de l'ordre. Eh bien, c'est cet homme terrifiant, ce général couvert du sang du peuple, qu'on va voir dans un gouvernement s'asseoir à côté du socialiste Mirand. Ça avait été toute une histoire, vous savez, dans le Parti socialiste, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on autorise Mirand à s'asseoir à côté d'un homme pareil. Mais Jaurès, et je vous en parlerai, Jaurès s'était dit, c'est tout de même un signe intéressant de penser que quand la bourgeoisie est inquiète, elle a besoin de faire appel à l'énergie socialiste pour défendre la République. Bien sûr que le mot République, dans la pensée de Waldeck-Rousseau, n'a pas le contenu que nous, socialistes, nous lui donnons, mais c'est quand même la République, c'est quand même le suffrage universel, c'est quand même la possibilité d'ouvrir les yeux aux électeurs. Alors défendons, soutenons ce ministère Waldeck-Rousseau, on verra ensuite. La première urgence, bien entendu, c'est de régler cette terrible affaire Dreyfus. Nous sommes donc en juin 1999. La Cour de cassation s'est prononcée. Il a été décidé que la condamnation portée en 1994 contre Dreyfus était cassée, qu'il faut refaire un nouveau procès Dreyfus. Il était au bagne, vous le savez, Dreyfus. Il était l'ex-capitaine Dreyfus. Mais puisqu'on a cassé le jugement, il redevient le capitaine Dreyfus. Il a le droit de remettre son uniforme. Et on va le ramener de Cayenne, de l'île du Diable jusqu'à Paris, jusqu'en France, pour lui faire repasser un procès. Il revient, ce pauvre Dreyfus, on a dit que c'était Lazare sortant du tombeau. Après ce qu'il avait passé là-bas, c'était plutôt rude, je vous assure, en Guyane. Il était tout maigre, il était tout pâle. Son uniforme militaire flottait sur lui. Et Waldeck-Rousseau a décidé que le nouveau procès ne se déroulerait pas à Paris, étant donné l'extrême tension des Français, et la France divisée en deux. Vous savez, la vraie France avec l'armée contre Dreyfus, l'autre France, la France de gauche pour Dreyfus. Waldeck dit, non, pas à Paris, il y aura toute agitation. On va faire ce second procès à Rennes. À Rennes, c'est loin de Paris, c'est en Bretagne, c'est un pays tranquille. Il y aura peut-être moins de journalistes, moins d'agitation. Rennes. Mais quel est le véritable fond du problème? Ben voici.
La Cour de cassation, quand elle avait décidé qu'elle brisait, enfin qu'elle cassait, le jugement prononcé en décembre 1994, avait déclaré dans ses considérants que de toute manière, le procès était à revoir, était à refaire, parce qu'il avait été commis une très grave irrégularité, en fait une forfaiture, mais on n'emploiera pas le mot, une irrégularité très grave dans le procès. Laquelle? C'est que le général Mercier, ministre de la Guerre au moment du procès, avait communiqué un dossier secret au juge militaire. Et vous savez bien que dans tout procès civil et militaire, on n'a pas le droit de faire intervenir des pièces à l'insu de l'accusé et à l'insu de son avocat qui était maître de manche. Alors naturellement, étant donné qu'il y avait ceci dans les considérants, l'extrême gauche, avec Viviani, avait dès le 5 juin déposé une proposition de mise en accusation du général Mercier, en disant le général Mercier, ministre de la Guerre, a commis une forfaiture, il doit passer en haute cour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait être, qu'à ce moment-là, de faire passer un général et un ministre de la Guerre en haute cour. Nous, les Français, depuis, on a été habitués à voir passer des généraux en jugement, mais à ce moment-là, jamais. C'était quelque chose de monstrueux, c'était véritablement un sacrilège. Alors le gouvernement en place à ce moment-là, c'était Dupuy, avait été assez malin, et avait dit, oui, c'est évident, le général Mercier s'est mis dans un mauvais cas, mais alors attendons, disait-il à la Chambre, attendons le résultat du nouveau procès qui va s'ouvrir à Rennes. Et si, dans ce procès, il est décidé que Dreyfus est de nouveau reconnu coupable, eh bien on passera l'éponge. C'est entendu, le général Mercier a fait quelque chose d'incorrect, mais enfin il l'a fait pour le bien de la France, puisqu'il a aidé à démasquer un traître et un espion. En revanche, si le procès de Rennes aboutit à déclarer Dreyfus innocent, eh bien nous frapperons, hélas, nous frapperons le général Mercier. Mais vous pensez bien qu'on ne voulait pas frapper le général Mercier. Alors quelle était la pensée secrète de Waldeck-Rousseau et de Gallifet? C'était de s'arranger même s'il le fallait avec la famille Dreyfus, Mathieu Dreyfus, avec l'avocat, le nouvel avocat de Dreyfus qui s'appelait Laborie, pour que, de toute manière, Dreyfus soit semi-condamné. On va vous le rendre à peu près à l'état de neuf, votre petit juif. Mais en tout cas, pour qu'il soit quand même condamné et quand même reconnu coupable, de telle manière que le général Mercier fût innocenté. Pour ça, il s'agissait d'empêcher Esterhazy d'apparaître. Vous savez bien qu'Esterhazy était le véritable auteur du bordereau, un bordereau qu'on l'avait obligé à écrire. On savait qu'Esterhazy était un traître. Il avait du reste avoué lui-même, Esterhazy, réfugié en Angleterre, c'est moi qui ai écrit le bordereau, mais je l'ai écrit par ordre. Alors il ne fallait surtout pas qu'au procès de Rennes apparût cet Esterhazy qui pouvait perdre la tête, qui pouvait dire « ben oui, j'ai fait ça parce que le général Saucier était compromis ». Surtout pas, pas prononcer les noms de généraux. Pas Saucier, pas Mercier, rien. Alors à quoi ça va aboutir? Ça va aboutir à ceci, à un jugement invraisemblable, prononcé le 7 septembre, non, le 9 septembre 1999 par le tribunal de Rennes, qui va recondamner Dreyfus, mais avec circonstances atténuantes. On n'y comprend rien, On se demande ce que peuvent être des circonstances atténuantes d'un traître. Cette fois du reste, le jugement n'a pas été prononcé à l'unanimité, il a été prononcé à la majorité des voix. Sur les 7 juges militaires, 5 l'avaient reconnu coupable, 2 avaient dit qu'il était innocent, mais enfin il y avait la majorité, donc Dreyfus était de nouveau reconnu coupable. Mais on s'était déjà arrangé, c'était entendu avec Waldeck-Rousseau et le président de la République, que cette condamnation de Dreyfus n'aboutirait pas à ce que Dreyfus repartît au bagne, pas du tout, on allait faire intervenir une grâce présidentielle, on allait gracier ce Dreyfus. Et 10 jours après cette drôle de condamnation de Rennes, il avait été entendu en effet que Dreyfus était rendu à la liberté, il était gracié. Vous vous rendez compte de l'opération? C'était admirable ce que faisait au fond Gallifet. Il était d'une intelligence exceptionnelle. Il avait sauvé l'armée qui s'était mise dans un cas terrible. Il avait sauvé l'armée malgré elle. Il avait du reste pris une attitude extrêmement autoritaire à l'égard de l'armée. Vous savez, Gallifet, c'était un homme qui n'avait pas fait la carrière qu'il aurait voulu faire. Il desséchait d'être ministre de la guerre. Il avait flatté et entouré de flagornerie Gambetta, lorsque Gambetta avait été un moment au pouvoir en 81, pour obtenir de lui qu'il fût ministre de la guerre. Le voilà maintenant. C'est un homme qui n'était pas très aimé dans l'armée. Il avait un passé assez lourd. Vous savez, il avait fait sa carrière grâce aux complaisances de sa femme. Alors il avait des rancunes. Et il était trop content d'être maintenant ministre de la guerre pour appliquer des sanctions à des camarades qu'il détestait. C'est pourquoi on va le voir, par exemple, frapper le général Négrier. Il lui inflige une sanction. Il détestait Négrier. Parce que Négrier s'est occupé de politique. Et Gallifet dit, l'armée, c'est la grande muette. L'armée ne doit pas parler. On lui fait on lui fait la gueule, pardonnez-moi. On lui bafroie. C'est comme ça qu'on dit quand on parle bien. On lui bafroie au Jockey Club, dont il était un membre éminent. On dit, c'est un homme qui traite des généraux d'une manière inadmissible. Mais c'est un homme qui use d'une violence apparente à l'égard de l'armée pour lui tirer cette épouvantable épine qu'elle avait dans le pied. Du reste, la grâce que l'on accorde à Dreyfus, c'est très humiliant, cette grâce notée. Ça prouve quelqu'un qui accepte la grâce, qui s'était reconnu coupable. Dreyfus dit, j'aime encore mieux être gracié que de repartir au bagne, mais il est tout à fait décidé personnellement, et sa famille aussi, et les Dreyfusards aussi, à obtenir la réhabilitation. Mais cette grâce
n'est que le prélude d'une amnistie. C'était la grande idée de Gallifet, passer l'éponge.